Amateurs d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. Introducing first, Benoît Baudouin, RDS Info à Las Vegas. and now introducing his opponent. C'est terminé! Victoire de Patrick Côté! Merci beaucoup tout le monde au Québec. Salut tout le monde, merci beaucoup d'être là. Bienvenue à cet autre épisode de Dans la cage. Ben Baudouin en compagnie de Pat Côté. Comment ça va? Ça va, mon Ben? Yes, sir. Yes. T'as aimé ton UFC en fin de semaine passée? Hey, 2 derniers combats incroyables. J'avais plus de voix pour voir à la fin. Là. Ouais, ça faisait, honnêtement, Wow. on va revenir là-dessus. Ça va être une grosse partie de notre émission aujourd'hui. Bien sûr, revenir sur l'UFC 236. Les 2 derniers combats ont sauvé la carte. Là. Jusqu'à la demi-finale, c'était plutôt tranquille, mais juste les 2 derniers combats valaient le prix d'achat du gala et le prix d'entrée là-bas pour ceux qui étaient dans Pour l'aréna. vrai, c'est comme tu dis, là, on va en reparler, mais c'est 2 des meilleurs combats que j'ai vus de ma vie. Pour vrai, là, ça fait longtemps qu'on décrit des combats, ça fait longtemps que je regarde des combats aussi. Mais du début à la fin, pendant 5 rounds de C'est temps, ça. c'était complètement débile. Pratiquement aucun temps mort, Ouais. des combats serrés en plus, avec des ceintures à l'enjeu. Donc, on y revient dans quelques instants. On va également parler de DKO 47 qui a eu lieu la semaine passée, jeudi passé. Si Max Holloway a échoué dans sa tentative de devenir double champion, Charles Jourdain, lui, a réussi dans sa mission. Il est devenu champion TKO à 155 livres. Il était déjà champion à 145 livres. Ça s'est pas fait sans rebondissement, toutefois. Oui, exact. On va être capable d'en reparler aussi. Charles, il a fallu qu'il s'ajuste à un nouvel adversaire vraiment à la dernière minute. On va vous en parler tantôt quand on dit dernière minute. Là, ça l'est vraiment. Donc, vraiment une belle performance pour Charles Jourdain. Et on va finir l'émission avec une entrevue. Un jeune homme dont on n'a pas fini d'entendre parler. On va vous le présenter, on va vous le faire découvrir. Tommy Morrison, un jeune combattant québécois de 20 ans seulement. On va le rejoindre au bout du fil à la fin de l'émission. Manquez pas ça pour ceux qui veulent suivre les jeunes espoirs québécois. Là. Exact. Il se bat encore au niveau amateur, mais c'est ça qu'on voulait à un moment donné. On en avait déjà parlé. On a parlé aux champions du monde de l'UFC, Daniel Cormier. On a parlé à des gars qui étaient établis aussi, mais on veut faire découvrir aussi des talents de chez nous. Il y a de la relève, il y en a. Des fois, au niveau d'amateur, personne ne suit ça. Là. On va s'entendre. Là. Moi je le connais très bien, Tommy. C'est moi qui l'entraîne au niveau de son conditionnement physique. Et c'est un jeune homme qui a énormément de talent. Et c'est un peu comme des scouts, là, comme au hockey. Ouais. Là. Ceux qui sont dans le junior, on les connaît pas seulement. Ceux qui sont vraiment là, ils savent lesquels qui pourraient éclore vraiment sur la grande scène. Tommy Morrison, ça en est un. Un nom à retenir. On lui parle à la fin de l'émission. Revenons, bien sûr, sur l'UFC 236 cette fin de semaine. En grande finale, Dustin Poirier qui l'a emporté par décision unanime contre Max Holloway, ceinture intérimaire chez les 155 livres. Et en demi-finale, Israel Adesanya, 6e victoire à l'UFC, qui est venu à bout de Kelvin Gastelum. Et lui aussi, ça y a pris tout son petit change pour venir à bout de Kelvin Gastelum pour remporter la ceinture intérimaire chez les 185 livres, donc les poids moyens. Yep. On va commencer par Poirier Holloway, à tout seigneur, tout honneur, la grande finale de la soirée. Quel combat. Et Dustin Poirier, finalement, là, après 8 ans à l'UFC, beaucoup de hauts, mais quelques bas, quelques défaites vraiment à des mauvais moments, mais contre des gros noms quand même. Là. Toujours. Ces défaites, c'est pas contre des pieds de céleri, comme on dit. Mais enfin, et puis il était tellement heureux, on le comprend. Dustin Poirier qui a une ceinture de l'UFC autour de la table. On avait parlé la semaine passée, c'était sa fenêtre, c'était son moment, c'était do or die pour Dustin Poirier. S'il n'avait pas gagné ce combat-là, il ne serait plus jamais replacé dans une position pour devenir aspirant obligatoire. Tu sais, t'as des Dustin Gaethje, t'as des Tony Ferguson, Habib Nurmagomedov, lui qui est champion, mais écoute, il ne serait jamais replacé. Et là, c'était vraiment une question de vie ou de mort pour lui de se placer dans une position de la sorte. Et il a répondu à l'appel. Quel combat, sérieusement, là. Ça a été 2 rounds pour Holloway en partant, 2 rounds pour Poirier en partant, 2 rounds pour Holloway après la suite, et 5e round qui a fait la différence. Poirier qui est allé puiser dans le plus profond de qu'est-ce qui lui restait pour aller chercher la victoire. Pas une décision controversée, c'était une très bonne décision. Dustin Poirier a gagné le combat, mais wow, incroyable. Du début à la fin, là, 25 minutes non-stop d'action sans arrêt. Il n'y a pas eu de temps mort dans ce combat-là. Les deux se sont ébranlés, les deux se sont touchés solides, les deux ils ont fini maganés, mais quel combat! C'est sûr que ça va être dans les meilleurs combats de l'année. Et pour moi, c'est un des meilleurs combats que j'ai vu de toute l'histoire. Là. Pour vrai, là, c'était
incroyable. Et du côté de Max Holloway, lui qui termine une séquence de 13 victoires consécutives, va sûrement retourner chez 145 livres pour défendre son titre. Contre qui? Donc, peut-être contre Nato Moicano. C'est lui qui mérite la chance à 145 livres. Mais il faut faire attention parce qu'Alexander Volkanovski qui s'en vient contre Aldo le mois prochain ou très, très bientôt, dans 2 semaines. Lui, il faudrait faire attention. Mais Poirier, c'est la performance de sa vie. Là, il est sur 4 victoires au bon moment. C'est 4 victoires de suite. Il était sur une belle lancée après avoir battu 3 anciens champions du monde. Et bien là, ça en vient battre le champion du monde. Des 145 livres, mais whatever, ça ne change rien. Il vient de battre un autre champion du monde. Je suis content que tu ailles là parce que je veux pas qu'on revienne là-dessus trop, mais on a beaucoup parlé du fameux titre intérimaire là, qui n'avait pas une grande valeur à nos yeux, puis on était d'accord là-dessus. On devrait peut-être appeler ça combat éliminatoire pour l'aspirant numéro 1 ou bon. Mais d'un autre côté, Poirier a battu un champion. Pas le champion à 155 livres, mais un gars champion du monde à l'UFC, champion des 145 livres. Donc, sa ceinture a quand même une certaine valeur à ce niveau-là. Sa ceinture a une valeur 100%. Une grande valeur. Une très, très grande valeur. Et là, c'est sûr, là, on a parlé, là, peut-être que ça c'est en septembre ou en novembre, là, je me souviens plus, mais c'est... septembre à Abu Dhabi. En Abu Dhabi contre Nurmagomedov. Donc, écoute, là, il vient de se placer solide face pour un combat de championnat du monde qui le mérite. Dustin Poirier, je pense qu'il y avait déjà beaucoup de fans, mais avec ce combat-là, il a été chercher du respect que peut-être le monde n'avait perdu un petit peu pour lui à cause qu'il choquait, entre guillemets, tout le temps dans les gros combats. Mais là, il n'a pas de choqué. Vraiment, là, il a livré toute une performance. Puis pour vous donner une idée à quel point c'était serré, 181 coups significatifs pour Max Holloway contre 178 pour Poirier. Donc, seulement 3 coups significatifs de plus pour Max Holloway, mais Poirier plus précis à 46% de ses coups qui ont touché la cible, alors que Max Holloway, on le sait, travaille énormément en volume. Lui, il a lancé 473 coups pour un taux d'efficacité de 40%. Donc, un peu moins précis, un peu plus wild, comme on dit dans sa boxe, un peu moins linéaire, alors que ça s'est terminé ça a été en grande partie un combat de boxe, là, on va se le dire. Oui, mais c'est ça, je voulais dire. Et la boxe de Poirier a été, je le trouvais rapide, efficace. Beaucoup plus puissant. Le jab a fait le travail. Beaucoup plus puissant aussi. Toutes les fois qu'il touchait la cible, ça faisait reculer Holloway, ça le faisait réagir aussi. Beaucoup plus puissante, on va finir par le dire, du côté de Poirier. Donc, c'est ça qui a fait la différence, mais encore une fois, il a saisi le moment, vraiment. Là, il savait qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. Et les deux, c'est sûr que c'est plate. Comme dans la finale, comme dans la demi-finale, c'est plate, mais il faut qu'il y ait un perdant. C'est ça qui est le plus plate dans ce combat-là, parce que les 4 combattants qu'ils ont offert, ces 2 combats-là, méritaient tout le monde la victoire. Et c'est pour ça qu'on a donné 2 combats de la soirée. Pas de bonus à personne d'autre, parce que les bonus, c'est ces 4 gars-là qui méritaient. Ils ont volé le show, il n'y a pas de doute là-dessus. Et le respect qu'on s'est démontré tout au long du combat, respect / on voulait donner un show. Après, pratiquement chaque round, les 2 gars se dévisageaient pendant 5-6 secondes. Des fois, on se disait bravo. Des fois, on se disait you're going down. Des fois, on se disait watch out le prochain. Fais attention à toi. Mais tu sais, il n'y en a pas un qui baissait. Il n'y en a pas un qui voulait reculer. Ça faisait passer. C'était spectaculaire, là. C'était fou. McDonald contre Lawler 2, là, quand ils se sont fait le fameux face-à-face. C'était beaucoup plus intense, ces deux-là, parce qu'il n'y a pas eu de fest pump à la fin. Mais tu vois que les deux, ils se regardent. Et hey, let's do it. Je suis encore debout, puis toi aussi. On se regarde. OK, let's go. On fait un autre round. Let's do it. Là, tout le monde est debout, puis tout le monde capote. C'est ça, les arts martiaux mixtes. Il n'y a aucun autre sport que tu vas développer un respect de ton adversaire que 2 gars qui se frappent dessus. Ça a l'air un peu barbare à dire, mais c'est ça pareil. Quand tu finis à 5 minutes, puis tu t'échanges des coups, la cloche sonne, tu regardes, puis il y a beaucoup de choses qui se passent dans le regard de 2 combattants quand ils se battent. Et quand tu te regardes après le round, puis tu t'aperçois que les deux sont encore debout, tu te regardes... Ouais, c'était niaiseux à dire, mais tu te regardes, là, puis tu dis « C'était le fun. C'était vraiment le fun. OK, let's do it again. On fait un autre round. » C'est pas tout le monde qui comprend cette mentalité-là, là, mais je peux vous dire que c'est exactement ça qui se passe. C'est pour ça qu'on dit que ça prend un certain... moi, je dis que ça prend des fils qui se touchent un petit peu pour pratiquer ce sport-là, là, à défaut de meilleure expression, mais c'est pas tout le monde qui est capable de faire... C'est pas pour tout le monde. Faut que tu ailles la fibre du combattant.
faut que tu sois un guerrier. Là, puis on a vu 2 guerriers, on a vu 4 guerriers là, dans nos deux combats finaux. Puis c'est ça. Puis la foule, puis les fans, puis les téléspectateurs, c'est eux qui ont sorti grand gagnant de ça, des 2 derniers combats. Parce que, écoute, là, ces deux combats-là font partie des meilleurs combats, ça, c'est sûr. Ouais, ça va rester dans les annales. Est-ce que Holloway... J'ai cru un instant que Poirier allait pouvoir passer le KO à Holloway. Surtout dans le premier round, Holloway a été ébranlé à quelques reprises. Finalement, on connaît sa résilience, son très bon menton et ses capacités physiques également. Son cardio est incroyable, Max Holloway. Il m'a dit d'accord, les 2 premiers rounds, il a failli se faire coucher solide. Là, quand tu dis, vraiment, là, j'étais là, OK, là, c'est fini. Puis il revient, puis il gagne le 3e, puis il gagne le 4e round. Ben, voyons donc, ça sort de où, ça? C'est un zombie, là. Sérieux, c'est quelque chose. Est-ce que tu penses, par contre, qu'il manque un peu de puissance à 155 Ben oui, c'est ça qui a fait la différence dans le combat. C'est ça, à 100%. Il n'y a pas eu de lutte, il n'y a pas eu de jeu au sol. Les 2 se sont touchés solides. À peu près, tu as vu, c'était à peu près le même nombre. 50-50. Fait qu'est-ce qui fait la différence dans ce temps-là? Ben, c'est la puissance. Puis on l'a vu à toutes les fois que Poirier, je me répète, mais c'est ça, à toutes les fois que Poirier a touché la cible, mais ça faisait beaucoup plus de dommages. Et ça l'ébranlait beaucoup plus souvent Holloway qu'Holloway, au bout du point, la puissance n'était pas générée comme Poirier quand il lançait des coups. Donc, c'est vraiment, vraiment ça qui a fait la puissance, ça, c'est sûr. Mais est-ce que... Donc, Holloway, son prochain combat, retour à 145 livres. Je pense que pas mal tout le monde s'entend là-dessus. Mais tu sais, on a dit... Tout le temps qu'il était dans tous ces derniers combats à 145 livres, ils vont dire OK, c'est le temps qu'il faut qu'il monte à 155 livres. Il faut, parce que là, il y avait de la difficulté à faire le poids. Il n'a jamais raté la pesée, mais tu le voyais que physiquement, ça lui demandait beaucoup d'énergie. C'est difficile de faire 145 livres pour lui. Là, finalement, perd à 155 livres contre un combattant de l'élite en Dustin Poirier. Et là, tout le monde semble dire ben non, c'est à 145 livres sa place. Je pense encore qu'il peut être champion éventuellement à 155 livres. Il va y manquer quoi, tu sais? Ben, tu sais, là, premièrement, il est champion 145. Il va falloir qu'il défende son titre à un moment donné. Ou qu'il l'abandonne. Qu'il l'abandonne. Mais, tu sais, présentement, lui, avoir un autre combat à 155 livres, en étant champion à 145, après ce combat-là, ça donne quoi? Je veux dire, là, il y avait l'opportunité de devenir champion dans 2 catégories de poids différentes, de se placer pour avoir peut-être un combat face à Nurmagomedov. Mais là, avoir un combat ordinaire, entre guillemets, à 155 livres, quand lui est champion à 145, pour moi, je trouve que ça fait pas de sens. Puis ça fait pas de sens pour la catégorie des 145 livres non plus. Tu sais, si tu en vas dans une autre catégorie de poids puis tu es champion à 145, c'est pour devenir un double champion. C'est pas pour faire un combat ordinaire là, sans un combat de championnat. Donc, pour moi, il devrait retourner à 145 pour lui, mais justement pour le respect de la division de poids. À un moment donné, tu peux pas mettre une division sur pause de même juste parce que ça te tente d'aller dans d'autres différents... Mais éventuellement, un retour à 155 livres. Parce que là, il faut se rappeler qu'il a juste 27 ans. Oui. On l'a vu grandir. C'est parce qu'on dit déjà qu'il a fait le ménage à 145. Donc, je me demande combien il reste de combats à 145 livres jusqu'à temps, avant qu'on se redise, ben, OK, il remonte à 155. Ben là, tu vois, regarde, là tu as Renato Moicano. C'est sûr que ce nom-là, ça sonne pas sexy là, quand tu veux faire un combat de championnat du monde. Honnêtement, Moicano a perdu en février contre José Aldo. Là, José Aldo va affronter... Volkanovski. Donc j'avais oublié ça. Ouais, c'est ça. Peut-être le gagnant de Volkanovski, Aldo, va avoir une autre chance au titre. Mais là, si c'est Aldo, il l'a déjà battu 2 fois. Aldo, on va lui redonner son combat de championnat. Je suis pas mal sûr que Holloway va pas dire non là, pour une trilogie, même s'il l'a battu déjà 2 fois. Mais est-ce que l'UFC va vouloir aller faire ça? S'il a couché 2 fois. C'est ça qui arrive. Fait que à un moment donné, ça va devenir compliqué. Il va falloir faire des choix. T'as raison. J'avais oublié que Moicano avait gagné son dernier combat, mais... je pense que là, si Volkanovski passe à travers Aldo, on va faire Volkanovski. Volkanovski, moi, c'est un combattant que j'aime beaucoup. Je me suis déjà entraîné avec là, quand je me suis entraîné en Thaïlande, là, puis il n'était pas encore dans l'UFC, puis je me suis entraîné avec. Il est extrêmement puissant, fort physiquement, explosif, super bon gars aussi. Puis tu le vois qu'il est spectaculaire. Là. Il vient de passer une knockout à Chad Mendes. Là, fait que je pense qu'il est sur une bonne lancée. Lui, il est sur quasiment une série de victoires de 12 ou 13 ou 14 même. Là. Donc ça pourrait donner tout un combat face à Max Holloway. Je suis pas mal sûr s'il passe à travers Aldo, c'est ça qui va arriver. On va aller voir pendant que ma page télécharge pour savoir combien Volkanovski a de victoires. Poirier, on en a parlé vraiment, mais donc tout semble... les astres semblent alignés pour un combat contre Khabib Nurmagomedov. On parle, je le disais,
quand Nurmagomedov, sa suspension va prendre fin au mois de septembre, on parle d'un gros show à Abu Dhabi. Évidemment, pays musulman où Nurmagomedov est extrêmement populaire. C'est sûr. Et pour Poirier, enfin, je le disais, 8 ans à l'UFC. Il rentrait lui aussi, on l'a vu grandir. Ouais. Il rentrait à l'UFC comme un espoir de premier plan, a rempli ses promesses, est arrivé contre des combattants d'élite. Chaque fois qu'il arrivait, un petit pas de recul. Et là, finalement, réussi d'être au sommet. Donc, c'est le temps pour lui. Puis il le mérite de pouvoir cacher, là, comme on dit, dans un gros combat contre Khabib Nurmagomedov. Je sais pas si tu as vu le tweet de Nurmagomedov. Attends un petit peu, Volkanovski, juste avant. 1, 2, 3, 14, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ça remonte à 2013. Exact. Mai 2013, sa dernière défaite. Toute une séquence pour Volkanovski. Exact. Mais tu sais, je sais pas si tu as vu, t'as-tu vu le tweet de Nurmagomedov? Il dit je suis pas d'accord avec les juges, moi j'avais un combat nul. Ah oui, mais j'ai vu. Finalement, félicitations à Poirier, see you in September ou quelque chose de même. Mais c'est pas un combat nul. La décision était très très bonne pour du côté de Poirier. Sans rien enlever à Max Holloway. Non, mais Max Holloway l'a dit aussi avec énormément de respect, puis c'est pour ça que j'aime ce gars-là aussi. Puis le respect, on s'est montré beaucoup de respect durant le combat, mais après, on s'est donné combien d'accolades, à peu près? Si on s'en est pas donné 10, on s'en est pas donné une. Puis dans son entrevue, Holloway, très gracieux, qui dit il a été le meilleur homme ce soir, j'ai tout donné, je pense que j'ai donné un bon spectacle, mais il a eu le dessus, félicitations. Il n'a pas essayé de lui enlever le spotlight, là, donc tout à son honneur. Bref, un gros combat, un des bons combats de championnat. Là. Je faisais les derniers combats de championnat qu'il y a eu à l'UFC. Le dernier aussi intéressant, c'est peut-être Whittaker contre Yoel Romero 2. Ça remonte à il y a 1 an pratiquement. Mais c'était peut-être serré, mais c'était pas autant d'action. Ouais, c'est ça. C'était une décision partagée. C'est ça, serré, mais moins intense. Ouais. Exact. Des combats de championnat de même, là, écoute, t'avais Lawler contre McDonald, je me souviens de ça. C'est des combats, je veux pas dire sanglants, mais quand même, c'est ça. Je veux dire, quand il y a de l'action, tu la maner, ça revole. Puis, des combats de même de championnat qui ont été aussi intenses, tu t'en souviens. Là. Exact. Et puis, on était chanceux parce qu'on en a eu 2. Ouais. On va parler d'Adesanya contre Kelvin Gastelum parce que moi, je pense que j'ai même préféré celui-là, la demi-finale, Gastelum contre Adesanya. C'était 2 rounds à 2. C'était 2-2 également, arrivé au 5e round. On se demandait si... Adesanya n'avait jamais vraiment été testé là, dans l'UFC. Tu l'as très bien dit durant la description. Première fois qu'il n'y avait pas un adversaire devant lui qui était fait sur mesure pour lui. Là, Gastelum, un gars puissant. OK, court, de la difficulté. Gros avantage au niveau de la portée pour Adesanya, mais côté puissance, avantage à Gastelum qui a vraiment tout donné et qui a fait un excellent combat. Mais rendu au 5e round, par contre, Adesanya, là... c'est surprenant parce que tu dis, pour être champion puis pour le rester, il faut que dans les moments comme ça, tu te lèves. Oui. Puis il s'est levé. Puis il s'est levé, puis tu vas trouver ça drôle un peu la comparaison, parce que c'est direct là je m'en allais. C'est le 5e round qui a fait la différence, mais quand il s'est fait amener au sol, il était au sol et Gastelum, il s'est sorti de l'étranglement triangulaire, puis après ça, à place de sortir, puis il s'est repitché dedans. Là, moi, je capotais. Je te voyons, qu'est-ce qu'il fait là? Il s'est remis dans le triangle. Là, il a fallu qu'il se défasse. Puis là, ça a donné une chance à Adesanya de se relever, justement. Et là il a turné on. Là, il l'a droppé, là, je pense, 4 fois. Ouais. Le 5e round a été vraiment tout à l'avantage quand il s'est relevé. Là, ça a été une clinique de boxe. Tous les juges ont donné un 18 à Adesanya au 5e round. Écoute, ça a été un round à Adesanya. C'est le 5e round qui a fait la différence. Encore une fois, on avait deux rounds de chaque côté. Pour ce combat-là. 5e round qui fait la différence. Et tu as raison. Quand c'est le temps que ça compte, on voit ceux qui sont capables de se lever. Surtout Adesanya avait jamais combattu un combattant de la sorte. C'est ça. À un moment donné, Gastelum avait compris un peu les mouvements. D'Adesanya, il bouge, il est vite, mais il est tout le temps tellement puissant. Puis à un moment donné,
Ben là, c'est le contraire. C'est Adesanya qui a compris le jeu de Gastelum parce qu'Adesanya, il soigne tout le temps en crochet. C'est rare qu'il frappe en ligne droite. Ouais. Mais à un moment donné, il a commencé à frapper en ligne droite. Là, il touchait. Puis là, il a arrêté, puis il a continué à soigner, Puis à un moment donné, là, Adesanya a compris. Très dur à toucher. Il s'est fait toucher quand même pas pire. Hein. Tu le vois en conférence de presse. Oui. Là, il est Ben, un c'est la peu, fois où il s'est fait le plus. Tu sais, défensivement, Adesanya est dans une classe à part. Juste le mouvement de son haut de son corps, là, de sa tête et de ses épaules, tout ça, réussit à éviter beaucoup de coups, à rouler sous les coups également. Mais Gastelum a connecté. Oui, solide. Mais moi, j'ai hâte de voir face à Robert Whittaker parce que Whittaker, c'est un peu une version de Gastelum, mais avec une bien meilleure boxe. C'est ça. Mais une boxe beaucoup plus propre, une boxe beaucoup plus technique. Gros bonhomme, beaucoup plus gros que Gastelum aussi. Et tellement sous-estimé, là, Robert Whittaker. Tellement sous-estimé. On parle jamais de lui comme dans les classements des meilleurs livres pour livre. Il est champion de 185 livres, mais personne ne parle de lui. C'est comme le champion qu'on oublie, on dirait, à 185. Ouais, parce qu'il dit pas un mot plus haut que l'autre. Oui, puis il se bat pas souvent, là, on s'entend. Là, ça fait très, très longtemps qu'il s'est pas battu aussi à cause de blessures. C'est des choses qui arrivent. Mais pour vrai, j'ai hâte de voir ça parce que toutes les fois qu'il frappait en ligne droite, Gastelum, il touchait la cible. Mais c'est pas son style. Il faut qu'il pense pour frapper droit. Mais j'ai bien hâte de voir ça. Mais Adesanya, grosse performance pour lui, encore une fois. Il y a un moment où, quand Gastelum va regarder le combat, si c'est pas déjà fait, il va s'en vouloir. Il a ébranlé Adesanya avec un coup de pied au 4e round. Ouais. Adesanya, dos contre la clôture, les jambes commençaient à être molles un petit peu. Et puis il va pas le shoot. Et puis il va pour l'amener au sol. Quelle mauvaise décision, là. Ouais. Il a perdu peut-être le combat là parce que 1, 2, 3 coups de poing, 100%. c'était peut-être terminé, là. 100%. En même temps, c'est très facile Il commençait de dire ça. à être fatigué, j'ai l'impression. Ben oui, Gastelum c'est ça. aussi, c'est ça. Mais tu sais, rendu au 4e round, les 3 premiers rounds, ça a été de l'intensité dans le fond. C'est sûr que, tu sais, nous, on est là pour décrire les combats, on est là de décrire l'action, donner notre opinion, puis, tu sais, c'est correct. Moi, j'ai vécu aussi l'autre côté. Tu sais, c'est sûr que je vais dire exactement la même affaire que toi, mais en même temps, je vais dire, ça se passe tellement vite. Il faut que tu réagisses d'une fraction de seconde. Oui. Lui, c'est un lutteur, son instinct, il était brûlé, il s'est dit, il va avoir un amené au sol facile. Finalement, il n'a jamais été capable de l'amener à terre, mais c'est vrai, il était à 1-2 coups de poing de finir, de l'assommer solide parce qu'il était vraiment ébranlé à Adesanya. Mais c'est ça. Tu sais, dans un combat, là, ça se passe tellement vite, tu prends pas tout le temps les bonnes décisions. Puis des fois, c'est ça. Ça te coûte le combat. Puis d'un autre côté, Adesanya a passé à ça de finir le combat à la fin. Là. Ouais. Mais Gastelum, on va lui donner crédit aussi. Il a réussi à survivre. Ouais. Bon menton aussi, parce que comme tu as dit, dropper, envoyé au sol là, avec des 4 coups fois, de poing, je pense. peut-être 4 fois, c'est ça. Là, puis encore une fois, ça a été une bonne décision. C'est pas une décision controversée. Exact. C'était une très bonne décision. Il y a eu beaucoup de décisions en fin de semaine, puis la plupart ont été du bon côté, j'ai Oui, l'impression. effectivement. Très bonne décision, à part Juban qui a pété un plomb parce que c'est il avait juste à faire de quoi. Il n'a rien fait dans le combat. En tout cas, whatever, ça, c'était un autre Ouais, combat. on n'en parlera même pas. Là, c'est deux gars qui ont lancé à peu près 4 coups par round. Exact. Là, mais bon, pour ce combat-là, écoute, les deux gagnants, c'est ceux-là qui étaient supposés d'arriver après le combat. Moi, j'avais pris Adesanya et Max Holloway, cependant. Ouais. Mais écoute, je suis sorti de là puis je n'étais même pas fâché. Je suis sorti de là, je me suis dit, wow, OK, c'est correct. Là. On est sorti de là tard, par exemple. ça a fini à 2 h du matin. 2 combats de 5 rounds, mais ça a passé tellement vite. Là, au moins, c'est des très bons combats de 5 rounds. Et là, on parle beaucoup de Gastelum contre Chris Weidman pour venger sa seule défaite à 185 livres. C'est une option, mais pour Adesanya, il n'y a pas de doute. Ça va être contre Robert Whittaker. En Australie. Puis là, on veut faire ça dans un stade en Australie. Plus de 50 000 spectateurs. Il faut rappeler que Whittaker est basé en Australie et Adesanya est basé en Nouvelle-Zélande. Donc, la rivalité entre ces deux pays-là est grande. C'est la chose à faire. Ça va tirer, ça va être intense. Oui, puis Adesanya en Europe, c'est une star incroyable à cause du kickboxing. Là. Ouais. Donc, lui, s'est fait connaître beaucoup plus en Europe et en Europe de l'Est. Beaucoup plus qu'aux États-Unis. Là. Donc, il y a une grande fanbase là-bas aussi. Là. Un mot peut-être sur la bisbée un petit peu avec John Jones, là, parce que, bon, Adesanya on ne sait pas qui a commencé la guerre de mots. Là. Est-ce que c'est Adesanya qui a mis au défi John Jones ou qui a dit c'est moi la personne qui va détrôner John Jones éventuellement, c'est moi qui ai les outils nécessaires. John Jones qui réplique puis qui dit regarde, le jeune, prends ton gaz égal, tu as 6 combats à l'UFC, puis. Et là, finalement, Adesanya qui dit je suis pas prêt à affronter John Jones.
encore. J'ai du ménage à faire. J'ai des combats à aller gagner à 185 livres. Mais John Jones, c'est un bully, un intimidateur. Puis je vais lui faire ravaler ses paroles. Et là, tu sais, les deux gars sont... John il est revenu et il dit comment je peux être un bully quand c'est toi qui as commencé à m'attaquer. C'est ça. Fait que là, ça finit plus. Là. Mais là, bref, on s'entend qu'à court terme, ces gars-là vont pas s'affronter. Mais est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est bon de développer une rivalité comme ça? Moi, peut-être qu'à long terme, ça peut être relativement intéressant. Quand Adesanya va vouloir monter de poids. Tu sais, à un moment donné, c'est parce que tu veux pas donner un coup d'épée dans l'eau. Là. On s'entend, les deux sont pas dans la même catégorie de poids. Là. John va pas descendre à 185. Donc, si Adesanya veut se battre contre John, ben, ça va être à 205. Donc, mais là, tu sais, est-ce que Adesanya va monter à 205? Ben, on va faire passer devant tout le monde encore une fois pour ça. S'il devient champion 185 livres, va-tu encore monter et devenir... C'est la mode à cette heure là, de devenir champion en deux catégories de poids différentes. C'est bon, on va voir. Là, mais là, puis on n'est pas à l'abri d'un John Jones qui va monter chez poids lourd en plus là, avant ça. Donc, tu sais, il peut se passer bien des choses. Là. Mais bon, fait que là, les combats qui sont prévus, Poirier contre Nurmagomedov en septembre et Robert Whittaker contre Adesanya en Australie. Fin de l'été, on parle. Fin de l'été, exact. Donc, à suivre. C'est pas confirmé, mais c'est les rumeurs qui sont très, très, très persistantes et c'est des combats logiques à faire à ce niveau-là. Y a-tu d'autres combats à l'UFC 236 sur lesquels tu veux revenir? Il y a eu un Khalid Taha, jeune homme à 135 livres qui a fait un KO en à peu près 26 secondes contre Boston Salmon. C'était une belle performance, mais Khalid Taha... c'est un Allemand, il a eu deuxième combat à l'UFC. Donc oui, c'était bon, mais c'était pas... puis si vous êtes un fan d'Eric Anders, c'est peut-être la dernière fois que vous l'avez vu aussi. Il était sur 2 défaites de suite à 185 livres, monte à 205, donner une nouvelle envolée à sa carrière. Un des pires combats que j'ai vu de la part d'un combattant. Pour vrai, il faisait rien. Il était gelé sur place, absolument rien. Puis je veux pas rien enlever à Khalil Rountree qui a fait un excellent combat, super agile pour un gros bonhomme sur ses jambes. Mais Eric Anders, pour vrai, là, c'était médiocre. Pour vrai, là, c'est rare que je vais dire ça d'un combattant. Ben, je sais que des fois, ça sort pas maintenant. Il y a une mauvaise soirée au bureau. Mauvaise soirée. Mais cependant, ce que j'ai bien aimé, c'est que du côté Anders, il est allé tweeter après, il dit « La dernière fois que je me suis fait botter les fesses de même, c'est... » Il a nommé sa date de naissance. En voulant dire la dernière fois qu'il s'est fait donner une fessée. Fait qu'il est conscient qu'il s'est fait avoir pas mal. L'UFC l'aime beaucoup, Eric Anders. On lui a donné beaucoup, beaucoup de combats. Il était très actif dans les 12 derniers mois, ou en tout cas dans la dernière année et demie. C'est un gars qui a battu Machida. C'est un gars qui a battu Lyoto Machida également. Oui, à son dernier combat à l'UFC. Dernier combat de Machida à l'UFC. C'est un ancien secondaire de ligne de l'Université d'Alabama. Il était un petit peu connu dans le monde. Il a perdu contre Machida, mais il a fait 5 rounds contre Machida quand même. Il avait perdu, OK. Oui, c'est ça. Il a fait 5 rounds contre Machida. Dans le fond, c'est ça. C'est 4 défaites à ses 5 derniers combats. C'est ça. Il avait réussi à gagner contre... Il y a un contre Tim Williams. Puis il est en train de perdre solide ce combat-là. Okay. C'est juste Williams, il était à terre, il s'est levé, là, il a donné un soccer kick dans la face. Légal, parce qu'il n'y avait pas 3 points d'appui. Mais il était vraiment en train de perdre ce combat-là, le Rountree aussi. Là. Fait que là, mais là, sur 3 défaites de suite, Santos qui l'a passé en knockout, puis l'Arias Teodoro gagné par décision partagée. Combat assez ordinaire encore une fois, puis là, contre Rountree, ça, c'était pas facile. Ça fait pas... il gagne pas de points, notre ami Eric Anders. Mais une carte, somme toute, rien qui va passer à l'histoire, à part les 2 combats finaux qui ont vraiment sauvé la soirée de loin. C'est pas pour être méchant. Mais c'est à ça qu'on s'attendait, en fait, je pense. Je regardais la carte sur papier, je m'attendais pas à des wow à part les 2 derniers. C'est ça que j'allais dire. Souvent... Tu achètes des pay-per-view pour la finale, la demi-finale, pour les combats de championnat du monde. T'sais. Si tu as d'autres excellents combats sur la carte qui donnent ce qui est supposé arriver, c'est un bonus. On s'entend que le prix du pay-per-view est basé sur la vente du main event qui est là, qui sont supposés délivrer la marchandise. Et là, ils l'ont fait. Excellent. Voici pour voilà pour l'UFC 236. C'était cette fin de semaine, samedi dernier, du côté d'Atlanta. Au Centre Claude-Rivière à Montréal, jeudi dernier, TKO 47. En finale, Charles Jourdain contre, non, pas Jesse Ronson, comme c'était censé être le cas. On en parlait en début d'émission. Il y a eu revirement de situation de dernière minute. C'est Damien Lapillus, un Français, qui est venu remplacer à pied levé Jesse Ronson, qui avait une infection cutanée. Ouais. Ronson qui a dit qui avait des papiers de ses médecins en Ontario, qui disait c'est pas contagieux, il n'y a pas de danger. Les médecins d'Ontario lui permettaient de se battre.
les médecins de la régie québécoise, la régie des alcools, des courses et des jeux, on a décidé autrement. On a décidé de ne pas permettre à Ronson de monter dans la cage jeudi. Puis tu sais, moi je connais bien Michel Hamelin, qui est le boss de la commission athlétique. Puis je veux pas parler contre la commission athlétique, c'est du monde que je respecte beaucoup. Sauf que je comprends pas comment ça se fait que après la pesée, il a fait la pesée, il a fait tout était beau, et la journée du combat, on décide, OK, là, ça marche plus. T'sais, je veux dire, c'est pas sorti dans la nuit, ça. Je peux pas croire que non, parce qu'il y avait déjà des papiers. Il s'est fait vérifier par les médecins en Ontario avant de venir. Pourquoi, puis je vais essayer d'avoir des réponses là-dessus, mais pourquoi qu'on a attendu si longtemps? Le matin, en tout cas, la nouvelle a sorti après la pesée parce qu'ils ont fait le face-à-face. Exact. Ronson s'est déshydraté, il a fait la pesée. En fait, on a parlé à Charles après la pesée, quand on lui a parlé mercredi passé. Donc, la veille du combat, c'était Jesse Ronson. Ça s'est décidé dans les heures suivantes, le matin, peut-être le jeudi matin. Donc, effectivement, très dernière minute. Donc, là, finalement, c'est ça. Ronson qui a posté sur ses réseaux sociaux la fameuse éruption cutanée qui était sur son visage. Donc là, il y a eu plein de rumeurs. Là, il y en a qui disaient que c'était du ringworm. Il y en a même qui ont dit que c'était de l'herpès. Donc, c'est pour ça que on ne sait pas c'est quoi. OK, on ne sait pas. La commission athlétique a décidé que pour la protection de son adversaire, ont jugé que ça pourrait être contagieux, même s'il y avait des papiers du médecin. Donc, on a décidé de changer les combats. Donc, Lapillus, qui était supposé faire face à Dufort, qui monte pour avoir une chance au titre face à Jourdain, à 155 livres. Le titre était en jeu. Le titre était en jeu. Le titre intérimaire, en fait. On a appelé ça titre intérimaire parce que Ronson n'a pas perdu sa ceinture, exact. Oui, exact. Donc, le grand perdant là-dedans, c'est Dufort. Pour deux raisons. Pas de combat. On me dit qu'il avait été dédommagé, au moins, monétairement. Au moins, parce que Dufort, c'est quelqu'un qui vend énormément de billets. Ouais. Donc, ça, tu sais, à un moment donné, là, c'est la journée du combat, tu ne peux pas rembourser tout le monde, il ne peut pas venir. Fait qu'au moins, je me suis fait dire qu'il s'est fait dédommager. Mais de deux, Dufort, c'est son dernier combat sur son contrat aussi. Donc, tu sais, je ne sais pas c'était quoi ses intentions, mais quand tu viens agent libre, si tu finis sur une victoire, tu as toujours peut-être un petit pouvoir de négociation, d'aller chercher un peu plus d'argent. Mais là, ça compte comme son dernier combat, même si... Non, là, il s'est pas battu. Fait qu'il reste encore un combat à son contrat. Okay, exactement. Donc là, c'est pour ça que je te dis, je sais pas s'il voulait s'en aller, j'ai aucune idée. Non. Mais je sais que c'était son dernier combat sur son contrat. S'il termine, il devient agent libre suite à une victoire. Tu sais, quand tu veux signer à quelque part, tu as toujours un plus grand pouvoir de négociation ou tu as une plus grande valeur que quand tu viens agent libre sur une défaite. Ouais. Tu comprends? Donc, c'est pour ça que je te dis, le grand perdant là-dedans, ça a été Michael Dufort. Mais pour revenir au combat, Jourdain, je pense que la décision de monter à 155 livres, a trouvé ça difficile. Il a trouvé ça difficile. Il a trouvé que son adversaire était gros physiquement. Il a eu de la difficulté à s'ajuster. Mais Charles, on le sait, il y a une volonté. Un spirit de champion. Donc, il a mordu dans son mouthpiece, il est allé jusqu'au bout, puis au 5e round, il a réussi à le finir. Puis, on lui a demandé aussi, après si son avenir était à 155 livres, il est parti à l'arrêt. Il disait, non, oublie ça, les gars sont bien trop gros. C'est ça, il nous l'avait dit, il nous l'avait même dit. Là, il dit, je le fais pour le fun, c'est un défi que je me suis lancé, mais déjà en entrevue, avant même le combat, il a dit, je pense pas qu'à 155 livres, ça va être pour moi, je vais rester à 145 livres, plus mon poids naturel. Je pense qu'il est tombé un petit peu. Tu sais, Lapillus est moins talentueux et moins dangereux que Jesse Ronson. Ouais. Ça n'enlève rien que c'est deux adversaires complètement différents. Et peut-être que Charles s'était entraîné pour Ronson, mais livre pour livre, là, Lapillus est moins bon que Ronson, selon 100%. Moi. 100%. Et écoute, Lapillus n'était pas entraîné pour 5 rounds non plus. Exact. Je veux rien enlever là, à la victoire. Là, mais c'est pas facile de s'ajuster à un adversaire à la journée même. Non. On change. Les deux gars ont dû s'ajuster à des nouveaux adversaires. Lapillus, lui, avait rien à perdre. Contrairement à Jourdain, lui, c'était un peu plus important, ce combat-là. Tu vois, il est sur le bord là, des classes, peut-être sur des grandes plateformes. Là. Donc, mais il a répondu à l'appel. L'important, c'est le win à la fin. L'important, c'est le W. J'ai trouvé que, selon moi, Lapillus a gagné même le premier round. C'est allé au sol. Et là, il y a eu des tentatives de soumission, tout ça. Charles, bonne défensive au sol, mais j'ai eu des flashbacks contre TJ Laramie là, où ça s'est passé au sol, puis Charles était incapable de rien faire. Mais j'ai vu une belle amélioration. On l'a vu, l'amélioration de Charles. Il nous en parlait souvent en entrevue. Il disait, j'ai travaillé fort
sur mon jeu au sol. Tu l'as vu à BTT, il s'est entraîné avec toi. Je pense que ça a porté ses fruits. Ben, c'était entraîné avec l'équipe de BTT. C'est ça, avec l'équipe de BTT. Et puis, après ça, à partir du deuxième round, il a vraiment pris l'ascendant, debout surtout. Puis quand ça allait au sol, ça allait au sol à quelques reprises. Et il a même tenté quelques soumissions, Charles. Il voulait aller. J'ai l'impression qu'il aurait aimé ça avoir une victoire par soumission. Ben, c'est sûr. Écoute, je le sentais vouloir aller chercher le bras de Lapillus. Finalement, à la fin, au cinquième round, il s'est dit OK, il faut que je finisse ça d'une certaine façon. Peut-être que la clé de bras ne viendra jamais. Il est allé en ground and pound. Là. Il a gagné encore une fois par TKO. Donc, sa neuvième victoire en 10 combats, son neuvième victoire avant la limite également. Donc, un 9e KO, TKO. Non, ben, ils ont tout terminé. Toutes ses victoires. Ouais, toutes ses victoires, il les a gagnées avant la limite, c'est ça? Oui, exact. Donc, écoute, super performance de Charles, encore une fois. Mais l'important, pour vrai, si l'UFC ou ONE FC ou de quoi de même regarde Charles Jourdain, ils vont pas regarder le combat. Ils vont regarder le résultat du combat. Et le résultat, bien, c'est un win par TKO. Et c'est ça l'important. Et la série de victoires continue. Et c'est ça l'important. On s'en fout de qui bat. On s'en fout. Rendu à ce niveau-là, c'est qu'il garde sa série de victoires et qu'il termine ses adversaires. Exact. Et donc aux victoires pour Charles Jourdain. En demi-finale, Malcolm Gordon, l'Ontarien qui est venu à bout du Québécois Yanni Sherbatov, Québécois d'origine russe. Ouais, il l'avait ébranlé solide au début. Puis il a comme viré fou, puis assis, puis là, finalement, ben, quand il s'est fait amener au sol, je pense qu'il s'est fait mal à l'épaule, Sherbatov. Oui, ça a été un takedown assez solide. Là, puis après ça, ben, ça a été la fin assez rapidement. Excellent. Donc, belle soirée de TKO, honnêtement. J'ai aimé ça. Le prochain gala, ça va être au mois de mai du côté de Gatineau, le 24 si je ne m'abuse. Hein. Avec là, Gatineau, à Ottawa, on va avoir le 4 mai, l'UFC, le 4 mai, puis 3 semaines plus tard, le 24 mai, juste au bord de la rivière, TKO avec trois combats de championnat. Jeanne Masson Lapillus. Taylor Lapillus, c'est vrai. Après ça, Cyril Gann va mettre sa ceinture des poids lourds en jeu. Et puis Jeanne Masson-Wang. Exact. Donc, très, très, très intéressant. By the way, parlant de l'UFC Ottawa, j'ai vu très bonne entrevue avec Marc-André Barriault durant l'UFC 236. Super cool, le gars. Je pense qu'il est prêt. Il sait dans quoi il s'est embarqué. Il sait où il s'en va aussi. Je suis allé le voir. Lui, il faisait de la radio, Marc-André, le soir de TKO. Il était analyste à la radio. Et puis... je pense qu'il a vraiment aimé son expérience. Puis j'ai même parlé de toi parce que j'y ai dit. Pat Côté me disait souvent que quand il faisait de l'analyse, le fait d'analyser les combats à la télé, ça l'aidait quand il était combattant parce que il pouvait voir beaucoup de combats, il pouvait analyser 100%. Tout ça. Puis je pense qu'il comprenait qu'est-ce que tu voulais dire. Tu vois tellement de situations. Puis tu sais, dans le subconscient, ça rentre. Puis sérieusement, je suis devenu un bien meilleur combattant en regardant tellement de combats, là, puis en décrivant des combats, puis à un moment donné, ben, ça te rentre dans le subconscient, puis tu apprends beaucoup en regardant aussi. Excellent. Donc, bref, beaucoup de combats à venir pour TKO, les espoirs de chez nous. Marc-André à l'UFC, évidemment, on ne l'oublie pas, le 4 mai du côté d'Ottawa. Maintenant, parlant d'espoir québécois, on en a un au bout du fil, Pat, un gars que tu connais très bien, que moi je connais pas, j'ai hâte d'apprendre à le connaître. Tommy Morrison au bout du fil. Comment ça va, Tommy? Salut, ça va bien, vous? Yes, ça va. Merci beaucoup d'être là. On va surveiller ton prochain combat parce que ça se passe ce samedi, le 20 avril, du côté d'Oka, la Montreal Fight League. Ça, c'est des galas d'arts martiaux mixtes amateurs. Exact. T'es le champion, Tommy, des poids mouches, donc 125 livres, c'est ça? Oui, exactement. Je suis champion chez MFL, 125 livres aussi, chez Fight Quest. 125 livres aussi. Donc, tu mets ta ceinture en jeu, c'est contre qui? Est-ce que tu connais un petit peu ton adversaire? Non, en fait, ma ceinture n'est pas en jeu puisque j'ai monté de poids. Je me bats à 135 pour ce fight-là. Donc, ma ceinture n'est pas en jeu. Puis, mon adversaire, c'est David Dao. Ouais, je l'ai déjà vu combattre. Puis, je sais qui. Tommy qui a une fiche de 5 victoires, aucune défaite. Donc, c'est une super belle lancée. Puis, tu sais, je connais bien Tommy. C'est un combattant qui est... on l'appelle souvent le silent assassin parce qu'il ne parle pas beaucoup à l'extérieur, mais quand le combat commence, on voit qu'il est bien dans une cage, il est bien dans un combat. Sa plus grande force, pour moi, je pense, c'est son combat debout. Tommy, tu peux me corriger si je suis dans le tort. C'est quoi ta plus grande force que tu penses de ton jeu? À l'origine, je suis vraiment un gars de jiu. Mais c'est sûr que depuis quelques temps, je travaille énormément sur ma boxe. Donc, ça peut aussi paraître quand je me bats dans la cage. Mais, à l'origine, je suis vraiment un gars de jiu. Puis, ça fait environ 4 ans que je fais du grappling. Donc, c'est par ça que j'ai commencé. Puis, c'est ça qui m'a poussé à commencer le MMA aussi.
Te souviens-tu du premier combat que tu as vu qui t'a donné le goût de rentrer dans l'octogone? Je me rappelle le premier combat que j'avais vu à la télé, c'était un combat de Georges Saint-Pierre, justement. Puis c'était contre Dan Hardy, le gars avec les cheveux rouges. Ouais. Puis pendant ce combat-là, honnêtement, je pensais vraiment voir pour la première fois un bras cassé en direct. Ça, c'était fou. On l'a tout pensé. Ouais, c'était vraiment un bon fight. Ça m'a vraiment poussé à commencer le MMA. Est-ce que c'est la performance de Georges qui avait dominé ce combat-là ou c'est le fait que Dan Hardy, justement, n'a pas tapé quand il y avait presque l'épaule déboîtée, le coude déboîté qui t'a le plus impressionné? Je te dirais que c'est un peu des deux, mais surtout Georges, je le trouvais vraiment très impressionnant dans la cage. Puis Quand on parlait, on a parlé à Georges dernièrement, puis on lui disait à quel point il avait inspiré une nouvelle génération de combattants. Je pense que tu es un de ceux-là, Tony. Ça continue. Ça continue. On peut dire que je suis un de ceux-là, clairement. Oui, puis ça va continuer encore, je pense. Ouais. Georges a laissé sa marque. C'est une inspiration pour encore plusieurs années. Tommy, tu as une fiche de 5 victoires, aucune défaite, comme je le mentionnais. Tu vas combattre samedi. Est-ce que tu as une certaine fenêtre de combat amateur que tu veux franchir pour éventuellement passer pro ou ben non, tu y vas au jour le jour, combat par combat? Je te dirais que j'aimerais ça avoir environ 15 combats avant de pouvoir passer pro. Mais c'est surtout mes coachs qui s'occupent de ça. Puis moi, je fais ce qu'on me dit. Justement, c'est qui tes coachs? Peux-tu nous présenter ton équipe? Ouais, dans le fond, j'ai beaucoup de coachs, mais en boxe, mon coach de boxe, c'est François Haché. En jiu-jitsu, j'ai Johnny Zemouli. En MMA grappling, j'ai Nicolas Xamé. En MMA Muay Thai, j'ai Alan Yu. Puis en lutte, je m'entraîne au Montreal Wrestling Club avec le père et le fils Bill Zerman. Ouais. Puis c'est aussi j'ai la chance aussi d'avoir comme coach de conditionnement physique le seul et unique Pat Côté. Je connais pas. Donc tu fais plusieurs gyms, hein? C'est ça, t'es pas juste un gym, tu te promènes un petit peu partout, c'est ça? Je suis à 3 gyms. Okay. Je m'entraîne au Thaïlande. Là, je fais mon MMA, puis ma boxe, puis mon Muay Thai, puis chez Oma BJJ, je fais mon Jiu-Jitsu, puis je m'entraîne au Wrestling Club aussi. Puis Tommy, je pense qu'il a compris ce que beaucoup de jeunes ne comprennent pas, c'est que tu dois aller à des places où ce qui vont te pousser le plus possible. Tu sais, si tu es le meilleur de ton gym tout le temps, tu vas plafonner à un moment donné. Donc, justement, on parle de Tommy qui s'entraîne avec les Ablemen. C'est l'équipe nationale. Là, okay? Donc, tu t'en vas là, tu te fais brasser. Je te confirme. Georges y allait. Puis tu sors de là, des fois, t'es déprimé, là, je te dirais. Mais tu sors de là, t'es vraiment meilleur. Tu sais. Ouais, t'es vraiment meilleur. Ben, c'est exactement. Tu t'entraînes avec les meilleurs, donc tu vas devenir meilleur. Puis quand tu mets tout ça ensemble, ben c'est ça. Ça te fait de toi un bon athlète d'arts martiaux mix. Écoute, puis je pense que tu vas continuer à lutter pas mal, mon Tommy, parce qu'il vient de se faire accepter à l'Université de Concordia. Oh, félicitations. En génie informatique. Donc, félicitations. Donc, tu vas joindre les rangs de l'équipe de lutte de Concordia, je pense. Hein? Oui, exactement. Je m'entraîne déjà avec eux. Puis maintenant que j'ai été accepté à Concordia, ben je vais pouvoir être complètement dans l'équipe de lutte avec eux. Est-ce que dans le but de t'améliorer en MMA ou t'aimes la lutte pour pouvoir en faire un sport? Parce qu'on sait que c'est un sport qui est aux Olympiques, là. Le but, c'est vraiment pour moi, c'est de m'améliorer en MMA, mais je vais faire avec l'équipe, il y aura beaucoup de compétitions, puis on voyage un petit peu, puis c'est sûr que je fais ça parce que j'aime ça aussi, mais c'est surtout pour le MMA que je fais ça. Ton rêve, c'est quoi? Je sais que là, c'est ça, tu as seulement 20 ans, tu te bats amateur, mais est-ce que ton rêve, c'est d'en faire une carrière et d'atteindre les plus hauts sommets? Oui, c'est sûr que c'est ça mon rêve. Si un jour je pourrais vivre de mon sport, puis être dans les plus connus puis les meilleurs, c'est sûr que je serais vraiment content de ça. Qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe à l'UFC chez les 125 livres? C'est ta catégorie de poids. Ben là, tu vas te battre à 135 livres, tu me disais, mais est-ce que tu trouves ça triste que des petits poids comme ça là, soient peut-être en voie de disparition, là, à tout le moins en Amérique du Nord? On sait qu'en Asie, c'est peut-être différent, là, mais ici, à l'UFC, la plus grosse organisation, les 125 livres sont en voie de disparition. J'imagine que c'est pas une situation qui te fait plaisir, là? Non, c'est sûr que c'est triste de voir ça, mais aussi c'est pour ça que je décide de monter de poids puis de pas rester pour me battre à 125.
Puis j'essaie de monter pour me battre à 135. On parle des combattants qui sont actifs présentement, que ce soit à l'UFC, ONE FC ou un peu n'importe où. As-tu une inspiration? Tu regardes-tu un combattant, puis ce combattant-là, il t'inspire vraiment et t'aimes son style, puis je veux pas dire que tu essaies de le copier, mais que tu prends peut-être pas des trucs, mais tu le regardes, puis t'aimes bien son style de combat, que tu aimerais bien peut-être l'amener dans ton jeu aussi, là? C'est un combattant que je pourrais te dire que j'observe beaucoup, puis que j'aime vraiment son style, puis que, ben, en fait, je pourrais te dire que j'essaie de le reproduire dans la cage. Moi, ce serait Khabib. Okay. J'aime vraiment comment il se bat, mais c'est sûr que j'essaie de le recopier, mais avec un meilleur striking, par contre. C'est bon, ça. Est-ce que Pat me disait que tu aimes ça donner des shows aussi. C'est important pour toi, cet aspect-là des MMA, pas juste dominer, oui, mais dominer en donnant un spectacle aux gens qui payent pour aller vous voir? Ah ouais, c'est ça. Justement aussi, tu l'as dit, c'est les gens, ils payent pour venir nous voir, puis c'est sûr que quand ils ont un beau show, ils se rappellent de toi, puis ils vont peut-être venir à ton prochain fight. Fait que c'est sûr que j'essaie tout le temps de donner le meilleur show que je peux. Je pense que tu as commencé quand même jeune. Je pense que je regardais ta fiche. Tu as 20 ans. Ton premier combat, c'était en 2017. Donc, ça fait quoi? Ça fait 2 ans. Tu as commencé à 18 ans. Tes parents, quand tu leur as dit je veux me battre, je veux que ce soit ça mon sport, comment ils ont réagi? Mes parents me supportent énormément dans ce que je fais. Puis, j'ai commencé en fait à m'entraîner pour le MMA à environ 16 ans. Mais mon premier fight, c'était quand j'avais 18 ans. Mais quand mes parents ont appris ça, c'est sûr, ma mère était un peu plus stressée que mon père, mais il me supporte énormément dans ce que je fais, puis il me pousse là-dedans aussi. Avec une fiche de 5-0, champion dans deux fédérations différentes amateurs, est-ce que tu as déjà eu peut-être une approche d'une organisation professionnelle qui ont déjà commencé à te parler? Ouais, j'ai eu 2 approches d'organisations qui m'ont demandé de se battre pour eux. T'as-tu le droit de nous le dire? Il n'y a personne qui écoute. Non, je pense pas. mais tu parlais de 15 combats, c'est ça, avant de passer peut-être chez les pros? En combien de temps tu penses atteindre ce niveau-là? Parce que là, tu as fait quoi, 5 combats en 2 ans, mettons? 3-4 combats par année, c'est possible pour toi? Ouais, 3-4 combats, c'est l'idéal. Puis surtout que je veux rester dans les rangs amateurs avant de passer pro parce que je me concentre aussi sur l'école. Ouais. Puis j'aimerais ça pouvoir au moins finir l'université avant de pouvoir passer pro. Ouais, c'est une bonne. En fait, on peut pas être contre ça. Je pense que c'est vraiment une bonne idée. Puis tu sais, pour vrai, moi quand j'ai commencé, il n'y en avait pas d'amateurs. Puis pour vrai, là, au début, ça m'a manqué. T'sais, être assez intelligent pour aller chercher de l'expérience nécessaire, ben ça ne s'achète pas de l'expérience. Il faut que tu le vives. Puis être assez intelligent pour aller chercher l'expérience nécessaire pour être sûr et certain quand tu vas monter pro que tu n'as pas monté de marche, tu n'en as pas manqué une. Écoute, ça, c'est vraiment très, très brillant. C'est quoi? Qu'est-ce que ça dit? À quoi ça ressemble le calibre dans les rangs amateurs au Québec, que ce soit Fight Quest ou MFL? Ouais, il y a du bon calibre dans les 125-135, il y a du bon calibre pour moi, ouais. Parce que tu as gagné 4 de tes victoires, ça a été par décision unanime. Donc, tu étais dans des guerres ou c'était relativement facile? Non, j'ai pas été dans les guerres, mais mon dernier combat, c'est un très bon combat. C'était contre Pierre Tivierge. Je sais pas si vous le connaissez. Il a signé à TKO. Oui, il s'est battu à TKO jeudi. Il a gagné. Ouais. Ça, c'était un très bon combat que j'ai fait contre lui. Excellent. Ben, en tout cas, c'est parce que c'est vraiment des organisations que je connais moins de mon côté. Donc, c'est intéressant d'aller suivre ça. On le sait qu'au Québec, pendant un certain temps, c'était pas évident de trouver des combats pour les jeunes. Ouais. Avant que TKO revienne, pour les pros. Là, mais c'est bon d'avoir des organisations comme ça, amateurs, pour faire gravir les échelons à des jeunes. Là. Je pense que Tommy, t'en es la preuve. Tommy Morrison, donc, prochain combat à Montreal Fight League, ce samedi, le 20 avril, Montreal Fight League 11, contre David Dao. À 135, tes débuts à 135 livres, on va regarder ça, effectivement. Ouais. Mon premier combat à 135. Excellent. Tommy, merci énormément d'avoir pris le temps. Et puis, on suit ta carrière, on suit ton combat, on suit ta carrière. On se reparle bientôt, je suis sûr. Merci de m'avoir accueilli, les gars. Ça fait plaisir. Bye bye. À bientôt. À bientôt.
Excellent. Tommy Morrison, donc un nom à retenir. Pat, tu le connais plus que moi, tu l'as vu à l'œuvre, tu l'as vu dans le gym également. Il a l'air dédié, hein, je pense. Il a l'air dédié, mais pour vrai, c'est la fois que j'ai plus parlé, je pense. Il parle pas beaucoup, il arrive au gym, il s'entraîne, on jase un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. Il est là pour après la ça, job. il s'en va faire ses autres choses. Donc, je le découvre un petit peu en même temps que vous autres, parce que oui, ça fait longtemps que je le connais, mais c'est un gars qui est très réservé quand même en dedans de lui, mais il fait la job. Il est là pour les bonnes raisons, pas là pour jaser et dire hey, moi je fais des combats. Puis la preuve, c'est. Moi, je trouve ça très impressionnant pour un gars de 20 ans, de parler comme tu dis. OK, moi, c'est l'école en premier, puis je vais faire une quinzaine de combats amateurs. Tout le monde est tellement pressé d'aller professionnel. Il arrive professionnel, puis là, hey, de tomber à des rounds de 2 ou 3 minutes amateurs, je ne me souviens plus, et tomber dans des rounds de 5 minutes professionnels avec des coups de coude, des coups de genoux, c'est différent. Là. Parce que là, amateur, on a des protèges tibia. Exactement. On a des gants un petit peu plus épais. Des gants de 7 onces, si je ne me trompe pas. Il y a un gros gap là, entre les deux, pour vrai. Là, ça n'a pas de l'air. Là, quand on regarde ça de l'extérieur, il y a juste des prothèses tibia de plus. Non, attends un peu, là, c'est différent. Là. C'est plus long, les rounds sont plus longs, il y a plus de monde dans les estrades, c'est des plus grosses places, la pression est différente. Mais aller chercher ça, puis aller chercher de l'expérience de la sorte, ça prend quelqu'un qui a une tête sur ses épaules pour comprendre ça aussi. Exact. Montreal Fight League qui également présente des combats de jiu-jitsu brésilien, de Muay Thai aussi, si je ne me trompe pas, de kickboxing, donc un peu de tout là, pour tous les goûts. Amateurs, bien sûr. Donc, pour les amateurs de sport de combat qui veulent découvrir des nouvelles disciplines, peut-être aussi, ça peut être intéressant d'aller voir ce qu'ils ont à offrir cette fin de semaine du côté d'Oka. Ça fait le tour, mon Pat. Yes. Écoute, toi, tu es en congé en fin de semaine. Encore. Oui, monsieur. Encore. C'est Pâques. Oui, c'est vrai. Joyeuse Pâques. Mais l'UFC, du côté de Saint-Pétersbourg, à RDS, on ne présente pas les combats en Europe. Mais Alistair Overeem contre Alexei Oleinik, cette fin de semaine, ce samedi, du côté de Londres. Et après ça, un gros combat, j'ai hâte de le voir. Ça a changé souvent là, en Floride, à Fort Lauderdale. Ouais. Mais Jacare Salsa contre Jack Hermanson. Hermanson qui remplace Yoel Romero à pied levé. On l'a découvert il y a quelques semaines. Grosse victoire, Jack Hermanson. Donc, lui, ça va être autre chance très rapidement de venir dans l'élite de cette division à 185 livres. Donc, c'est les prochains rendez-vous. Yes. J'ai un scoop. Oh, attention. On finit là-dessus. Il va y avoir l'UFC à Ottawa le 4 mai. Et l'UFC revient pour un gros pay-per-view cet été au Canada. On vous dira la date, on dira la ville prochainement. Mais l'UFC revient pour un gros pay-per-view, donc c'est une grosse carte. Donc bientôt, on va être capable de vous dire vraiment la destination et la date comme telle. Continuez d'être à l'écoute de Dans la Cage pour avoir les derniers scoops concernant l'UFC avec notre informateur Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Pat, merci encore une fois. Bonne semaine. À bientôt.